bulletin sur Fraternité FM. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons pour ce numéro du bulletin de l'information. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. À la une de l'actualité de ce 20h, plusieurs villes du Togo ont été secouées par des marches de protestation contre la vie chère et les réformes politiques récentes entre le 26 et 29 juin dernier. Pendant ce temps, l'opposition se fait discrète et la CEDEAO pointée du doigt est accusée de réagir trop tard. Vous suivrez l'analyse de Abdias Kodjo Orisha, spécialiste des relations internationales, qui revient sur les enjeux de cette situation. Et puis, dans la commune d'Alada, un homme tue sa femme et dissimule le corps dans une fosse septique. Le drame s'est produit à Sékou, un arrondissement situé dans cette commune, département de l'Atlantique. Les précisions sont à suivre dans ce bulletin de l'information. Au menu également, les informations internationales et sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Une femme a été tuée par son époux et son corps dissimulé dans une fosse septique. Le drame s'est produit en juin dernier à Sékou, un arrondissement de la commune d'Alada, mais a été rendu public récemment. Les raisons qui ont conduit l'homme à cet acte restent pour l'instant inconnues. Le suspect, originaire de la commune de Savalou, a quitté l'arrondissement de Sékou où il résidait depuis plusieurs années, puis après le crime. Selon les autorités communales, le couple vivait ensemble depuis plusieurs années et a 4 enfants, dont l'aîné est âgé de 14 ans. François Vinado est le chef intérimaire de l'arrondissement de Sékou. Il revient sur les faits. Effectivement, il y a eu de pareilles choses. Le dimanche passé, j'ai été invité par le commissariat de Sékou. Et nous sommes allés dans le village Serré, dans Sékou. Il y a un individu là, qui vient de Savalou, qui s'est installé à Serré. Il a acheté une parcelle à Serré. Il s'est installé avec sa famille, avec sa femme et ses 4 de ses enfants. Donc on aurait appris qu'il a tué sa femme et il l'a mis dans un WC là. Donc on est allé sur les lieux. Donc il a mis la femme, la dame là. Effectivement, on a mobilisé les gens, on a creusé. Après avoir creusé, on a retrouvé effectivement le corps dans le trou là. On a retrouvé ça. Donc c'est effectif. Il y a eu pareille chose Elle a 4 enfants, garçon, fille. Elle a 4 enfants et l'aîné a déjà 13 ans. Donc c'est un couple qui vit ensemble, ça fait longtemps. Donc elle a 4 enfants pour le gars. Depuis quand ils sont à Sékou? Bon, ça fait longtemps, Ils sont à Sékou, ça fait des années. On nous a dit, mais c'est sur place qu'on m'a dit ça. Ils sont là, ça fait longtemps. Il a payé de carré là, ça fait longtemps. On a dit si quelqu'un est arrivé nouvellement dans une zone de venir s'enregistrer. Le gars est de Savalou. Et il paraîtrait que depuis qu'il est là, le chef ne sait même pas qu'il y a quelqu'un là. C'est après l'acte là, l'événement là, que le chef a su qu'il y a une telle personne qui habite. Je vais inviter la population d'être toujours patient face à des situations. Parce que c'est ça, c'est son épouse. C'est tellement peut-être il y a quelque chose entre eux. Je ne sais pas. Donc je vais inviter la population patiente et de collaborer avec le commissariat, d'essayer la vigilance et l'efficacité du commissariat de Sékou. On ne peut pas arriver à ce niveau. Le gars a commis l'acte et il est parti jusqu'à la rattraper jusqu'à la commune de Glazoué. Parce qu'il est de Gassa, après l'acte, il est parti. Donc c'est le commissariat qui a pu faire un boulot exceptionnel. Donc j'aimerais que la population collabore avec le commissariat afin qu'on puisse quand même réduire ces gens d'acte. Autre volet de l'actualité dans ce bulletin de l'information, c'est un spectacle de désolation qu'offre le pont de Mouzalifa situé dans le premier arrondissement de la ville de Parakou. Sous la forte pluie diluvienne tombée dans la nuit du mardi 1er juillet 2025, l'ouvrage n'a pas résisté. Emporté en partie par les eaux, ce pont assurait la liaison entre les quartiers Banikani et Titiro 2. Selon le constat fait par une équipe de nos reporters, on y voit sur place les habitants forcer le passage malgré les risques évidents. Cette coupure complique la circulation, isole des familles et menace la sécurité des riverains. Hafiz Yarou et Ouzerou Moussa sont 2 usagers de l'ouvrage de franchissement. La situation actuelle, ça bloque déjà beaucoup de choses. Par exemple, maintenant, moi, avant de traverser, je me suis déjà fait blesser. Parce que c'est un coup d'eau. Maintenant, le pont est tombé. Maintenant, en voulant traverser,
On peut rencontrer maintenant des bouteilles. Moi, je me suis déjà fait blesser, c'est ça. Maintenant, ceux-là qui vont jusqu'au fond de leur quartier, comment ils vont faire maintenant? Ils sont obligés d'aller contourner par les pavés de Titirou avant de rentrer chez eux. Ça, c'est déjà un long trajet encore. Je suis en train de gérer un chantier. Il faut que j'aille contourner là-bas. C'est déjà une longue distance pour moi, sans vous mentir. Les conducteurs de taxi, les taxes vont vouloir augmenter. Pas maintenant, imagine. Maintenant, ceux-là qui reviennent du champ avec des maïs, avec des soja, des maniocs, comment ils vont faire? Tout ça, là, ce sont des difficultés. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire d'abord. D'abord, il faut regarder l'état de voie là même encore. On ne peut pas traverser. Aujourd'hui, maintenant, lorsque vous-même vous avez venu ici, tu as vu le monde, non? Il y a les gens, à cause du pont là même, il y a les gens qui sont retournés là parce qu'ils ne peuvent pas traverser. Et la personne va arrêter jusqu'à 10h, 11h. Dès que l'eau va diminuer, il va partir. Qu'est-ce qu'il va aller faire encore? Il y a les autres aujourd'hui là, ils ne vont pas quelque part. Même actuellement, moi-même que j'ai parlé là, j'ai dit que depuis hier, je n'ai pas vu ma famille. Pourquoi? À cause du pont. Maintenant, là, moi, je vais attirer l'attention. Il faut que les autorités se lèvent et voient la situation. Il faut qu'ils se manifestent. Je pense que le nom du pont, c'est le pont Mouzalifa, situé à Titirou 2. Voilà. Parce que Titirou 2 aussi fait partie de la commune de Parakou. C'est un quartier de Parakou. Donc, les autorités doivent se manifester pour que la population ait de soulagement. Aujourd'hui, maintenant, on demande à les autorités qu'ils nous aider, pour avoir pitié de nous avec nos enfants. Aujourd'hui, s'il n'y a pas le pont, comment on va faire? Aujourd'hui, comment on va faire? Il n'y a rien qu'on peut faire. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas aucune activité qui masque. On peut dire, maintenant, si tu veux partir chez toi, au moins il faut mettre 2 litres ou bien 1 litre et demi avant d'atteindre chez toi. Parce que tu vas tourner. Et ici, là, c'est mieux par rapport là où que tu vas aller encore tourner. Là où que tu vas encore tourner, c'est la même chose. On leur demande de nous pardonner pour voir comment on va faire. Même si il ne peut pas faire ça, il n'est qu'à venir nous chercher une solution pour les enfants là. Je vous l'annonçais dans les titres du bulletin de l'information, la situation socio-politique reste particulièrement tendue au Togo entre les 26 et 29 juin 2025. Plusieurs marches ont été organisées dans différentes villes du pays sur initiative des populations en cause, une colère populaire nourrie par la cherté de la vie, mais aussi liée aux récentes réformes constitutionnelles. Désormais régies par un régime parlementaire, le Togo concentre davantage de pouvoir entre les mains de Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Selon Abdias Kodjo Orisha, spécialiste des relations internationales, c'est la dégradation du quotidien des Togolais qui a mis le feu aux poudres. Selon lui, les chiffres du Fonds monétaire international soutiennent cette tendance haussière dans le quotidien du peuple togolais. Abdias Kodjo Orisha. Il y a eu d'importantes manifestations au Togo entre les 26 et 29 juin dernier. Elles étaient dues à la cherté de la vie, mais également à la réforme constitutionnelle qui a vu l'instauration d'un régime parlementaire, le renforcement de la mainmise de Faure Gnassingbé sur l'appareil politique togolais. C'est la cherté de la vie, elle a surtout connu un très fort développement ces 5 dernières années. D'après les chiffres du FMI, par exemple, l'inflation cumulée sur la période de 2020 à 2022 est d'environ 155,6%, ce qui est globalement l'un des taux les plus élevés de la sous-région est-africaine. À cela, il faut ajouter pas mal de mesures fiscales qui ont été mises en place par le gouvernement togolais et qui se sont répercutées finalement sur les populations et le tarif de l'électricité qui est le principal facteur qui va conduire la population à commencer par grogner sur les réseaux sociaux. La goutte qui va déborder le vase, ce sera l'arrestation du rappeur Amron, qui va se retrouver après dans un asile psychiatrique avant d'être libéré finalement. En réalité, les Togolais expriment un ressentiment qu'ils ont longtemps gardé. Et c'est vrai que ces mouvements sont pilotés par, cette fois-ci, la population est dirigée par des influenceurs et des artistes. Mais il faut dire que ce n'est pas la première fois que les Togolais manifestent. Mais il semble que nous sommes en train d'atteindre globalement le point de non-retour. Et pour le pouvoir, il va falloir mettre en place des réformes un peu plus profondes
qui puisse toucher véritablement les populations. Mais je pense sincèrement que le vœu de cette population-là est le départ de Faure Gnassingbé, qui est au pouvoir depuis 2005, depuis la mort de son père. Et c'était par un putsch constitutionnel soutenu par la France à cette époque-là, qui a fait qu'il est au pouvoir depuis ces années. Après 3 élections, est-ce que cela a échoué? Non, nous approchons plutôt d'un point de non-retour où les populations, aux prochaines manifestations, risquent de véritablement faire partie Faure Gnassingbé. Je peux peut-être me tromper dans mes analyses, mais la suite n'augure rien de bon. En Guinée équatoriale, l'ancien directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, Balthazar Ebong Ngonga, a comparu le lundi 30 juin 2025 à Malabo avec ses co-accusés, dont plusieurs femmes, dans l'affaire de détournement de fonds publics. Il a été présenté devant le tribunal de Malabo. L'ex-responsable et plusieurs de ses collaborateurs, dont des femmes, sont poursuivis pour des faits de détournement de fonds public. À en croire les accusations, Balthazar aurait été impliqué dans un vaste réseau de corruption assorti d'un transfert frauduleux des millions de francs CFA vers des comptes offshore. Le parquet a demandé des peines allant jusqu'à 18 ans de prison contre Balthazar et ses co-accusés. Au Soudan, alors que les 2/3 de la population ont besoin d'une aide humanitaire et que les Soudanais meurent de faim, la famine risque désormais de toucher les Soudanais qui ont fui à l'étranger. Faute d'argent, l'ONU prévient en effet qu'elle va cesser ses opérations humanitaires dans plusieurs pays voisins. Les pays concernés sont l'Égypte, la Libye, la Centrafrique et l'Éthiopie. Ils accueillent près de la moitié des 4 millions de civils qui ont fui le Soudan depuis le début de la guerre en 2023. Mais face aux arrivées continues de réfugiés et au budget de plus en plus contraint, le programme alimentaire mondial PAM n'arrive plus à survivre. En Ukraine, les États-Unis ont annoncé ce mardi 1er juillet avoir cessé de livrer certaines armes à Kiev, disant s'inquiéter de la baisse de leur propre stock de munitions. Et ce, au moment même où la Russie intensifie ses frappes contre l'Ukraine. Pour Kiev, l'Ukraine aura du mal face à la Russie sans les munitions américaines. Pour les informations, de nouvelles attaques ont été enregistrées ce mercredi 2 juillet à l'aube par les autorités ukrainiennes. Une menée avec des drones contre une ferme qui a fait 1 mort et 2 blessés. 2 autres attaques ont fait des dégâts matériels mais pas de victimes. C'était l'actualité internationale présentée ce soir par Fidelia Yovohi du Centre de formation CEFIMA de Radio Fraternité. À présent, on retrouve Jacques Ribé pour les informations sportives. Coupe UFOAB U20, le sifflet béninois à l'honneur. En prélude à la 3e édition de la Coupe UFOAB des Nations U20 garçons, l'instance sous-régionale a sorti la liste des officiels retenus pour diriger les rencontres. Sur la dite liste figurent 2 arbitres béninois, à savoir l'arbitre central Tanislas Ahroma Mlator et l'arbitre assistant Narcisse Couton. Ils vont prendre part, à l'instar de leurs collègues choisis, à la compétition qui est prévue du 10 au 23 juillet 2025 à Accra, au Ghana. Pour rappel, les Guépa U20 du Bénin sont engagés dans cette compétition et sont logés dans le groupe A en compagnie du pays hôte, le Ghana, et du Nigeria. Mercato, un joueur de Liverpool signe au Bayern. Bayer Leverkusen dispose, le remplaçant de Jonathan Tah, comme annoncé depuis plusieurs jours. Le Wexelf a officialisé ce mercredi la signature de Jarel Kansa, 22 ans, 13 apparitions en Première Ligue lors de la saison 2024-2025 en provenance de Liverpool. Le défenseur central anglais s'est engagé pour 5 ans avec l'écurie allemande dans le cadre d'un transfert estimé à 35 millions d'euros. Les Reds disposent d'une clause de rachat à hauteur de 60 millions d'euros activable à partir de 2027.
Merci à vous Jacques Debé pour toutes ces précisions. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de ce bulletin de l'information. Merci de votre aimable attention. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain, même heure, même canal, mais en attendant, les informations continuent sur nos différents canaux digitaux. D'ici là, portez-vous bien.